Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. On va passer l'actualité de la semaine écoulée en revue pendant près d'une heure. Alors au menu, on va parler de serrage de vis, d'écoles qui doivent avancer les vacances de Pâques, des convocations vaccinales qui sont à revoir. Et pour respecter les règles sanitaires, nous avons deux experts de qualité qui vont questionner deux responsables politiques. Deux experts qui tous les deux sont chanteurs, mais c'est pas pour ça qu'ils sont là. Nous avons d'abord Yves Kengen, journaliste punk, qui nous avait snobé pendant 6 mois. Bonjour à vous, bon retour. Merci. Et Amandine Bisqueret, qui est chargée de communication à l'IEC, c'est aussi l'animatrice de la chaîne YouTube La Vérité du Moment. Et j'ai dit qu'elle chantait, elle a même chanté dans la Starac numéro 1, mais ici on va pas beaucoup parler de chansons, on va parler d'actualité et on va parler de yo-yo. Alors, justement, pas tata yo-yo, mais yo-yo, les mesures yo-yo. Un coup on confine, un coup on déconfine, un coup on reconfine. Les Codeco se succèdent et les mesures aussi. Mercredi, Codeco d'urgence, mesures de pause à Pâques et serrage de vis au programme Jean-Christophe Peuzès et Thierry Duboquet. Le comité de concertation a opté de prendre des mesures d'une façon forte et courte et d'opter pour une pause de Pâques. Une pause qui touchera l'enseignement. Seules les écoles maternelles resteront ouvertes à partir de lundi. L'enseignement présentiel est supprimé la semaine prochaine pour le primaire, le secondaire et le supérieur. Ceux qui le faisaient déjà en partie passeront en 100% distanciel, mais ce sera compliqué pour le primaire et le secondaire inférieur. Pour les cours des premières et deuxième années, je ne pense pas qu'on va mettre en place les cours à distance. C'est très compliqué, ça risque d'être très compliqué, d'être très stressant pour les étudiants, pour les parents, pour les enseignants. Même chose pour l'enseignement primaire, donc ils resteront à la maison, probablement sans cours. Mais on va voir ça avec les acteurs et les modalités à définir. Fermeture imposée dès samedi pour les métiers de contact, parmi lesquels coiffeurs, esthéticiennes, et ce jusqu'au dimanche 25 avril inclus. Pourront rester ouverts sans nouvelles restrictions les magasins d'alimentation, de produits d'hygiène, d'articles de mercerie et tissus, les fleuristes, pépinières, les magasins vendant des accessoires de télécom et les libraires. Les autres types de commerces, eux, devront s'adapter. Dans les magasins non essentiels qui restent bien ouverts, les achats devraient se faire sur rendez-vous. De préférence seul, mais si c'est nécessaire, avec une deuxième personne, mais cette deuxième personne doit être la personne du même foyer. Les déplacements non essentiels à l'intérieur des frontières belges restent permis. Par contre, les rassemblements de 10 personnes à l'extérieur, autorisés depuis peu, ont une nouvelle fois été réduits. À l'extérieur, les rassemblements doivent être limités à 4 adultes, avec des enfants en surplus, mais je sais que c'est difficile. Mais l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est la catastrophe. Avec ce train de mesures, le comité de concertation espère endiguer l'augmentation du nombre d'infections et d'hospitalisations et de ne pas hypothéquer l'ouverture de l'ORECA et des institutions culturelles prévues le 1er mai. D'ailleurs, notre graphiste, Coucou Charles, s'est intéressé au Codeco de mercredi et à la prestation d'Alexandre De Croo, l'angoisse du choix entre, d'un côté, le reconfinement, regardez-le, et de l'autre côté, le reconfinement. Qu'est-ce qu'on doit choisir, se dit Alexandre De Croo. Eh bien, il a choisi. C'était un reconfinement partiel, Yves. Oui, il y a plusieurs réflexions qui me viennent. D'abord, qu'effectivement, parmi ces mesures, il y en a qui sont difficiles à comprendre, puisque chez les coiffeurs, on est quand même en général beaucoup moins nombreux que dans un tram. Donc, c'est vrai que pour certains, c'est complètement incompréhensible. Après, j'essaye toujours de me mettre à la place des gens. Et je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été Alexandre De Croo? Et je dois dire que je ne sais pas, parce que on ne sait pas, on ne connaît pas, on est dans une expérience tout à fait unique et inédite. Et je pense que ceux qui sont à la manœuvre, ils sont un peu perdus, ils doivent écouter les experts, pas des experts comme nous, bien entendu, mais enfin des virologues, des épidémiologiques, des vrais experts, voilà, et faire une décision là-dessus, enfin make a decision, donc prendre une décision là-dessus. Et je crois que c'est vraiment très très difficile et qu'il n'y a pas de vérité
là-dedans. Donc, à un moment donné, ils doivent trancher. Et dans le pays du compromis, eh bien, c'est une décision un peu mi-chèvre, mi-chou, mi-figue, mi-poisson. Non, mi-figue, mi-raisin. Un demi-reconfinement. Et vous, Amandine, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, le sentiment que j'ai, c'est que finalement, il y a 1 an qui s'est écoulé. Et en 1 année, j'ai l'impression qu'on en est un petit peu au même point. À partir du moment où on a choisi la stratégie tout vaccin, il n'y a plus d'autres alternatives ou d'autres choses qui ont été envisagées. Donc les cas, on est toujours dans la réaction en fait. Au lieu de planifier, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de stratégie autre que celle du vaccin. Les cas augmentent, forcément on teste les enfants, donc les cas augmentent, on confine. Il y a quand même un peu plus de monde dans les hôpitaux. Alors il y a du monde dans les hôpitaux, effectivement ça remonte un petit peu, mais la médecine de première ligne n'a toujours pas été remise en place. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on ne soigne toujours pas les gens qui sont Covid. On leur dit de rentrer chez eux, d'attendre. Donc ça, peut-être que c'est une piste à envisager. Il y a aussi le fait qu'on ne tient pas compte de tous les dégâts collatéraux. Depuis 1 an, on sait aussi, à un moment donné, on parlait des filtres EPA pour équiper les restaurants. Où est-ce qu'on en est? Ça ne coûte pas très cher. À ma connaissance, je crois qu'un filtre, d'après mes sources, c'est 250 €. Je ne sais pas combien il en faut. Je ne suis pas une spécialiste. Et clairement, comme le dit Yves, je n'ai pas de leçon à donner aux politiques. Mais en tout cas, il y a toute une série de choses qu'on aurait peut-être pu mettre en place. Dans les hôpitaux, on n'a toujours pas investi. Donc, quelque part, moi, j'ai l'impression qu'on répète la même histoire et qu'il aurait peut-être fallu justement recréer la confiance avec les citoyens. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'en prend pas le chemin, d'après vous. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos 2 invités politiques, 2 députés de l'opposition, enfin presque, pour l'une qui est néanmoins dans la majorité bruxelloise. Nous avons une juriste et un stibard, l'une d'Uccle et l'autre de Jette. Les voici. Nous avons Joëlle Maison, députée bruxelloise des Filles, qui est aussi membre du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Youssef Ndichi, député bruxellois du PTB. Bonjour, bonjour. À vous aussi. On va commencer par vous, Youssef Ndichi. Qu'est-ce qu'on dit au PTB de ces mesures-là? On les trouve suffisantes ou insuffisantes? Je pense que vous l'avez dit, c'est un peu serrage de vis, un petit peu à chaque fois. Moi, je prendrais l'image de... On a des robinets, et c'est toujours la vie privée, la vie individuelle qui est serrée. Couvre-feu, pas de sport pour les jeunes, pas de sortie, pas de théâtre, pas de cinéma, la vie culturelle, tout ça. Donc, mais les commerces non essentiels, là, c'est pas de la vie privée, ça. Les commerces non essentiels aussi, mais bon, ils ont été quand même restreints pas mal. Donc, tous ces indépendants aujourd'hui souffrent. Donc, il faut téléphoner. On voit que la mécanique est lourde. Donc, on resserre vraiment beaucoup. Et puis, ce que je dois constater, c'est quand même que le virus s'attrape dans le monde de l'entreprise. Donc, ça, c'est des chiffres. 40% des contaminations se font dans l'entreprise. Après, oui, circulent dans les familles. Ça, juste pour être exact, parce que j'ai entendu beaucoup dire ça, c'est 40% des foyers de contamination qui sont dans les entreprises. On n'a pas le chiffre des contaminations en général. En général, parce que hier j'ai entendu quand même le représentant du patronat wallon qui disait 4%. Moi, j'ai sauté de ma chaise. C'est beaucoup plus, donc c'est 40% des foyers. Mais bon, c'est dans l'entreprise que la contamination se fait. Ça, c'est 40% qui sont là. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que très peu de mesures sont prises pour mettre la pression sur les grands patrons, de mettre un petit peu tout ce qu'il faut en matière de sécurisation des travailleurs, donc un masque, gel, tout ce qu'il faut. Mais il y a quand même des décisions qui ont été prises pour le télétravail. Quelques-unes, mais moi je constate qu'il n'y a pas beaucoup de... Pas assez pour Pas assez, et il n'y a pas assez. Il y a je pense que quelques avertissements qui ont été donnés dans le monde de l'entreprise. Donc on voit que c'est pas beaucoup contrôlé, il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs sociaux qui vont dans l'entreprise, alors qu'on sait que en fait 40% des foyers sont là. Et donc là, je constate qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures qui sont assez spéciales. Alors donc insuffisant d'un côté, pas suffisant de l'autre, enfin suffisant, trop exagéré de l'autre. Et vous, Joëlle Maison, qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures? Moi, je prends acte de ces mesures. Je ne suis ni expert ni au Codeco. Donc voilà, je prends acte de ces mesures, je prends acte des chiffres de progression du virus. Je regrette, je déplore que les écoles soient fermées.
Cette décision de fermeture des écoles, je pense, est en dépit des chiffres qui démontrent qu'effectivement, dans les écoles, on a quand même une croissance importante des contaminations. Je me permets de dire qu'on reviendra sur les écoles spécifiquement dans un instant. Donc peut-être de manière plus générale sur l'ensemble des mesures. De manière générale, je pense qu'il faut réaliser un équilibre entre une situation sanitaire et une urgence sanitaire et l'adhésion de la population. J'ai l'impression que cet équilibre n'est pas réalisé. Parce que j'ai plus que l'impression que la population n'adhère plus aux mesures. Et donc, cette espèce de distorsion entre cette vision d'experts et ce ressenti dans l'ensemble de la population, quels que soient les secteurs ou les personnes touchées, me fait dire qu'on aurait peut-être bien fait dans ce groupe d'experts, ne pas se concentrer uniquement sur des questions sanitaires, de virus, mais prendre aussi, par exemple, des représentants des jeunes, le délégué général aux droits de l'enfant, des psychologues, des pédopsychiatres, qui puissent donner un avis éclairé et que cet avis des experts puisse représenter de manière plus homogène la population dans son ensemble. Et ça, je crois que vous êtes d'accord, hein, Amandine? Oui, tout à fait. C'est vrai que donc, Amandine, hein, j'ai créé un blog, une chaîne YouTube en fait qui parle, c'est la vérité du moment, qui est la vérité qui est changeante, où je suis allée interroger toute une série de personnes, dont des scientifiques, mais aussi la population, des médecins, virologues, etc., qui sont les mêmes qu'on entend dans les médias, précisément pour avoir cette vision systémique dont vous parlez, parce qu'on interroge toujours la crise du point de vue de l'urgence, en réaction, parce que les cas augmentent, et puis tout à coup, on va se rendre compte que la culture se meurt, donc on va s'intéresser à la culture. Et alors, c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est que j'ai l'impression qu'en un an, finalement, on n'a pas retenu tout ce qu'on a, parce qu'on dit qu'on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on sait quand même aujourd'hui, il y a des choses qu'on connaît, qu'on a pu observer, des dégâts notamment psychologiques, des personnes qui volent en institution psychiatrique, des suicides, etc. Et effectivement, je vous rejoins dans cette question de vision systémique. Mais en tout cas, quand je dis qu'on ne s'en occupe pas assez, c'est vraiment avoir une vision globale et pas uniquement une vision d'urgence sanitaire. Oui, je ne veux pas me prononcer sur l'opportunité de rouvrir ou non les salles de spectacle. Simplement, si on demande son avis à la population, eh ben, tout le monde va être évidemment favorable à un allègement des mesures, parce que les gens n'en peuvent plus, parce que voilà, c'est pas une vie, les jeunes, ils passent à côté de leur jeunesse, des rencontres, etc. Mais je pense que d'abord c'est très difficile d'interroger la population, mais il y a des représentants de la population, ça s'appelle le Parlement. Et je me demande pourquoi les décisions n'ont pas été soumises au Parlement. Et on va peut-être au Parlement bruxellois, parlons-en. Est-ce qu'il y a des décisions concernant, je sais pas, le couvre-feu, par exemple, qui est une problématique régionale? Est-ce qu'on en parle au Parlement bruxellois, Youssef N'Difi? Toujours par après la décision, donc c'est une décision qui a été prise par le ministre-président et c'est après que le débat arrive au Parlement et donc c'est déjà trop tard et donc je suis assez d'accord, il y a un aspect de droit démocratique super important. Le Parlement n'est pas impliqué dans ce débat, c'est souvent, et au niveau fédéral aussi, c'est des arrêtés ministériels à succession et le débat démocratique, les représentants du peuple ne sont très souvent pas impliqués dans le débat. Et donc là, il y a vraiment une défaillance importante là-dessus. Alors, que répond la majorité régionale? Est-ce qu'il y a quand même des débats qui devraient être ouverts avant des décisions? Moi, je suis convaincue de l'opportunité d'avoir d'abord une loi pandémie au fédéral, distincte de ce qui est proposé aujourd'hui. Ensuite, à partir du moment où on confie les pouvoirs spéciaux, voilà, on accepte que des situations d'urgence puissent être ratifiées a posteriori et qu'il y ait une confiance qui soit donnée aux dirigeants pour pouvoir agir dans l'urgence sans... Mais si on prend l'exemple du couvre-feu, parce que ça, c'est un véritable exemple régional, et ça vous concerne tous les deux, vous êtes député régional. Est-ce que Rudy Verwoerd et son gouvernement ne devraient pas... Il en parle avec les bourgmestres, mais il n'en parle pas avec le Parlement. Tout est une question de représentation. Est-ce qu'on considère que les bourgmestres sont suffisamment représentatifs des citoyens de la commune ou est-ce qu'on considère que les parlementaires doivent être effectivement impliqués dans ce débat?
Écoutez, moi, ce n'est pas du tout une question de posture majorité-opposition. Il me semble que la question du couvre-feu aurait pu être soumise au Parlement avant. C'est une question essentielle pour les Bruxellois. Maintenant, j'imagine qu'en conférence des bourgmestres, on a confronté ces points de vue et pris cette décision par rapport aux singularités de Bruxelles, parce que Bruxelles est quand même une ville-région singulière par rapport aux 2 autres territoires. Donc, il peut y avoir une justification, en tout cas scientifique et logique, à un couvre-feu distinct. Ceci étant, je trouve qu'une uniformité dans tout le pays aurait été plus souhaitable pour toutes et tous. Et en tout cas, il n'y a pas de bourgmestre PTB parmi les 19. Donc non. Là, vous ne sentez pas votre parole relayée, alors j'imagine. On n'a pas de bourgmestre dans les 19 communes de Bruxelles. Par contre, on a des députés en région bruxelloise et le PTB est le seul parti à n'avoir pas donné cette confiance, pouvoirs spéciaux au gouvernement, ni dans les régions, ni au fédéral. Ni en fédération. Ni en fédération. Et aujourd'hui, on voit pourquoi. Parce qu'effectivement, ce débat démocratique n'existe plus au sein du Parlement. Et ça, on a vraiment un problème sérieux là-dessus. Je pense qu'il y a certaines mesures qui, première vague, auraient un petit peu de sens de pouvoir faire face à l'urgence. Mais aujourd'hui, 1 an plus tard, on ne peut plus expliquer... Vous trouvez qu'il n'y a plus de raison d'avoir des pouvoirs spéciaux aujourd'hui? Mais il n'y en a pas du tout. Il y en a pas du tout. Je pense que si on avait un débat, ne serait-ce que de 3-4 heures au Parlement, de pouvoir entendre tous les arguments de tout le monde et avoir une expression démocratique sur les mesures qui vont toucher finalement tous les Bruxellois et pas que, je pense que ça a du sens de pouvoir en débattre. Et c'est pour ça que je le rappelle, que le PTB n'avait pas donné les pouvoirs spéciaux, le vote favorable pour les pouvoirs spéciaux, ça c'est certain. Alors je voudrais juste vous montrer ce qui est apparu sur la vitrine d'un commerce qui se propose finalement d'un petit peu contourner la règle des rendez-vous en proposant juste de téléphoner quand on est devant le commerce pour prendre rendez-vous. Et voilà, comme ça on prend rendez-vous. Est-ce que c'est une manière de faire, Youssef N'Dichi? Est-ce que vous êtes favorable à ces rendez-vous flash? Mais je trouve ça génial. Je trouve ça excellent. Vraiment, comment contourner les décisions un petit peu par l'absurde et assumer. Moi, je trouve ça vraiment très bien parce qu'effectivement, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas expert, mais je ne suis pas convaincu que ce soit dans les magasins, parce qu'il y a toujours des quotas dans les magasins, il y a toujours des quotas, il y a des mesures de gestes barrières, il y a du gel à l'entrée. Donc, je ne suis pas expert, mais je ne suis pas convaincu. Personne n'est venu avec des chiffres et des données scientifiques pour nous dire que ce sont dans les magasins, qu'on se fait contaminer. Mais je trouve que là aussi, je reviens sur mon idée principale. On a des quotas et des mesures, tous ces indépendants qui respectent les protocoles et qui mettent les mesures en place pour pouvoir travailler, tous ces petits indépendants. Et à côté de ça, on voit que dans les entreprises, dans les grandes entreprises, très peu de contrôles sont mis. Et on sait très bien que 40% des foyers de contamination se trouvent là. Donc, ça, vous l'avez déjà dit. Non, mais c'est pour moi l'essentiel. C'est pour moi l'essentiel est très important. Dans une entreprise où il y a 60 personnes, on essaye de garder les distances. On a tous des masques. Et il y a du gel aussi. Jules Maison, pour terminer sur ce chapitre-là, que pensez-vous de ces détournements de mesures? Moi, j'aime assez bien quand on fait preuve de créativité pour contourner une mesure sans être en violation directe par rapport à une norme. Donc, je trouve ça plutôt intelligent. Et finalement, s'il y a prise de rendez-vous, même si ce sont des rendez-vous flash, si les mesures sont respectées à l'intérieur, le nombre de personnes, etc., pourquoi pas Voilà. Oui, Amandine. Quelque chose. Ce qui m'a fait sourire dans le premier reportage, c'est qu'en fait, on parle aussi de pouvoir être accompagné d'une deuxième personne si nécessaire. Oui. Mais donc, de nouveau, on est dans une communication où qui va juger que c'est nécessaire, pas nécessaire. Donc, à un moment donné, moi, ça ne m'étonne pas du tout que c'est une forme de pied de nez, justement, aux décisions qui sont prises. Je crois que la conclusion, Amandine, c'est que c'est toujours nécessaire. Alors, des hospitalisations à la hausse, et on pointe du doigt les entreprises, on en a parlé, et on pointe du doigt les écoles aussi, comme foyer de contamination. Avec un couac d'importance, puisque pendant 24 heures, on s'est demandé s'il fallait fermer les maternelles ou non. Finalement, on ferme tout. Jim Moskowitz et Yannick Van Gansbeek étaient à l'école maternelle Maria Assunta au moment où on ne savait pas encore cela. 8h ce matin devant l'école maternelle Maria Assunta. Les institutrices sont en colère et elles le font savoir.
On existe, on est là, on n'est pas des gardiennes. On a un programme, on a du boulot, on a plein de boulot à faire avec les petits loulous. En dessous de 6 ans, on ne teste pas. C'est une grippe, c'est une bronchite, mais c'est surtout pas le Covid. Papa et maman ont le Covid, mais l'enfant n'a jamais le Covid. Les écoles maternelles qui devaient rester ouvertes, ça arrangeait de nombreux parents. Mais ça ne les empêche pas de comprendre le mouvement. Je pense qu'elles sont pas très contentes, parce que bon, il n'y a qu'eux qui doivent rester ouverts, donc bon, je peux comprendre. Les primaires et secondaires, ils sont fermés et maternelle, c'est ouvert, c'est incorrect. Depuis le début de cette crise, les maternelles se sont souvent senties considérées comme de simples garderies. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le métier devient de plus en plus pénible en maternelle. Les profs sont à bout et là maintenant on doit encore assumer cette pandémie et faire face à ce virus. Et nous là-dedans, nous, on n'est pas protégés. Je suis enseignante à la base avant d'être directrice et je les comprends tout à fait. Parce que je crois qu'elles doivent être considérées pour leur travail tout comme les autres. Malgré les changements annoncés cet après-midi et la fermeture des maternelles la semaine prochaine, une incompréhension persiste. Pourquoi ne pas avoir vacciné les institutrices en priorité ? Un matin, un vaccin a sauvé un prof. C'était un vaccin qui a sauvé des vies. Vaccin a sauvé un prof, mais ce n'est pas encore tout de suite. Est-ce que vous trouvez, Joël Maison, qu'il faut faire remonter les enseignants dans la liste des personnes à vacciner ? Oui, et on le dit Christophe Magdalens, mon collègue en Fédération Universelle et moi, depuis décembre, en fait, on a fait un communiqué de presse que vous avez eu l'amabilité de relayer. Voilà, la question de savoir si les contaminations, si l'école est un grand foyer de contamination ou pas, maintenant elle semble réglée par les chiffres. En revanche, on est toujours dans les mesures immédiates. Donc on a décidé d'avancer les vacances de Pâques, donc les élèves seront livrés à eux-mêmes pendant 3 semaines, et on ne fait rien pour vacciner les enseignants. Donc d'abord, cette histoire de maternelle était tout simplement grotesque. Ça fait 30 ans qu'on ne dit plus que les maternelles, c'est de l'occupationnel. Ça fait 30 ans qu'on sait que les maternelles, et plus longtemps pour les écoles qui ont une pédagogie peut-être plus active, on sait que c'est essentiel, l'enseignement maternel. Donc c'est vraiment ce dénigrement des instituts maternels qui en plus ne portent pas le masque, qui en plus ont un degré de proximité extrêmement, proche avec les enfants, tout comme les enseignants de spécialisés d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment une très très mauvaise décision. Et je sais que c'était sans doute pas délibéré. Moi, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais c'était vraiment très très indélicat. C'est à cause du gouvernement flamand que ça s'est passé. Mais donc c'était rétabli après 24 heures. Ça a été rétabli. Enfin bon, dans ce genre de situation de crise qui dure depuis 1 an, je crois que c'est quand même très malheureux de ne pas prêter attention à ce genre de choses-là. Bref, à respecter tout le monde finalement. Pour la vaccination, de mon point de vue, les instituts, les profs, les accueillantes de garderie, les puéricultrices, le personnel des PMS doivent être vaccinés en priorité. En priorité. C'est-à-dire que si on veut préparer l'avenir, c'est-à-dire les 3 derniers mois de l'année scolaire, plus le premier trimestre de la rentrée 2021, où il faudra réparer de grosses lacunes psychologiques, sociales, mais aussi sur le plan des apprentissages, eh bien on doit être sûr d'avoir les profs. Or, les profs, l'augmentation de la contamination chez les profs, en 1 semaine, c'est passé de 9% à 12,5%. Alors, ressaisissons-nous et vaccinons les enseignants et tout le personnel d'encadrement des enfants. Alors, Youssef Ndichi, sur la problématique des écoles fermées, est-ce que là aussi, ce chaos sur les annonces, ça vous a énervé ? Vachement. Surtout quand je vois vos images et le petit reportage que vous avez lancé, qu'est-ce que je dis ? C'est protégez-nous. C'est quand même hallucinant qu'après un an de pandémie, on est toujours là à la traîne, on est toujours avec des coups de retard par rapport à ce virus. Et on arrive à voir des enseignants de maternelle se mobiliser devant leur école pour demander une protection. 1 an plus tard, moi ça je ne comprends pas. Et effectivement, cette cacophonie entre les différentes communautés, moi je trouve ça hallucinant. En fait, on répond à la Flandre alors qu'on devrait répondre au virus. Donc si le virus, si on constate que les chiffres augmentent partout, donc dans le secondaire, dans le primaire et dans le maternel aussi, on ferme des classes, aussi on ferme des écoles. À un moment donné, c'est quand même d'une responsabilité du politique, du gouvernement de pouvoir répondre à cette situation. Moi, je n'ai pas du tout compris cette cacophonie qui Est-ce qu'il faut fermer les crèches, par exemple ? Parce que là, chaque fois, on se rend compte qu'on oublie un degré.
Est-ce que les crèches doivent être fermées, je ne comprendrais pas un raisonnement autre que celui-là. Donc, si on constate des cas avérés dans les crèches, effectivement, il va falloir les fermer à un moment donné. On doit reprendre le contrôle sur le virus, ou sinon, ça n'ira pas. Joël Maison, vous, pour les crèches ? Moi, je trouve qu'il faut des mesures cohérentes et justes. À partir du moment où on prend des mesures extrêmes, et on est dans un cadre de mesures extrêmes, dont je prends acte à nouveau, je pense qu'il n'y aura pas d'adhésion et que le fait qu'il n'y ait pas d'adhésion va créer peut-être quelque chose qui va faire en sorte que ce ne sera pas efficace ou pas suffisamment efficace par rapport à l'importance et au degré de pénibilité des mesures. Pourquoi les crèches, effectivement? Alors, il y a plein de parents que ça va arranger, évidemment, et les parents seront en grande difficulté si les crèches sont fermées, mais les parents sont aussi en difficulté avec les écoles maternelles fermées, les écoles primaires fermées. Donc, pourquoi un régime différencié? Je ne comprends pas. Et surtout, vous savez, pour moi, le plus grave, c'est qu'on ne l'évoque même pas. C'est comme s'il y avait un personnel qui était oublié. Donc, on a traité les instituts maternels de gardiennes. On ne parle pas des personnes qui encadrent non plus les garderies, hein, parce que celles-là, on n'en parle pas non plus. C'est comme si c'est l'invisibilité totale, hein, les animatrices de garderie. Et on ne parle pas des... Si on disait pourquoi, si on nous expliquait aussi pourquoi pas les crèches, pourquoi pas les puéricultrices, pourquoi pas les accueillantes de garderie, eh bien, à ce moment-là, au moins, il y aura un débat, mais on n'en parle même pas. On a quand même un problème sur les écoles, c'est qu'on a voulu garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible, par rapport aux problèmes psychologiques. Et là, maintenant, on les ferme, et le problème psychologique, il est toujours là, Youssef N'Dichi. Ça, c'est aussi une situation dramatique. Effectivement, je pense que c'était... Des deux mots, il faut choisir le moindre, c'est ça l'idée? Écoutez, c'était logique de pouvoir garder un maximum les écoles ouvertes pour avoir ce tissu social entre les maternelles, mais aussi pour les jeunes puissent se retrouver. Je trouve que c'était correct de le faire. Mais bon, on sait très bien que si on veut sortir de cette pandémie, c'est tester, tracer et isoler. Ça, on l'a loupé. Aujourd'hui, on est dans la phase de la vaccination. Et là aussi, qu'est-ce qu'on doit constater? C'est qu'on n'est pas à la hauteur... On va en reparler. On va en parler, mais on n'est pas à la hauteur de cette pandémie. Et c'est là le mot. Et donc, effectivement, à un moment donné, il faut choisir entre deux choses, alors qu'on n'est pas du tout à la hauteur. Et c'est, je pense, là, le véritable problème. Oui. Vous aussi, vous êtes d'accord, il n'y a pas le choix entre... la santé mentale des petits et la fermeture des écoles? Comme je le répète, si on avait eu dans le groupe d'experts des personnes... Oui, mais on n'en est plus là. Oui, mais voilà. Alors, vous me demandez de me prononcer sur le passé. Je vous dis, pour moi, les écoles devaient rester ouvertes. Maintenant, je n'ai pas les connaissances. Et donc, voilà. Je pense que les dégâts psychologiques et psychiatriques qui ont été relatés dans un rapport de du docteur Sophie Maas et qui fait froid dans le dos, devraient faire réfléchir à deux fois. Ceci dit, il y a des alternatives, hein, en maintenant les lieux culturels ouverts, par exemple, les théâtres, et en permettant des activités pour les jeunes, les enfants et les ados, eh bien, on pourrait peut-être, puisque les théâtres, on le sait, c'est l'endroit où il y a moins de risques de contamination. Ils ont fait des études dans une université à Berlin. Il y a tout un rapport là-dessus sur les endroits qui sont les plus contaminants et les moins contaminants. On aurait pu aussi participer à ce que cette jeunesse ne soit pas dans un état de glissement tel qu'on l'observe chez les personnes âgées. Hein, c'est quand même très grave. Alors, je vais laisser un petit mot de conclusion aux deux experts. Moi, je voudrais souligner deux éléments. Le premier, concernant la vaccination des profs, en priorité. J'ai lu un article cette semaine dans lequel on explique que le Danemark, après avoir essayé le système des priorités, a abandonné ce système parce que ça ne fonctionnait pas et qu'ils en sont revenus à un système de vaccination sans aucune priorité. Voilà, ça c'est juste pour dire qu'il y a peut-être d'autres pistes que la priorité de vaccination pour certaines catégories. C'est-à-dire si on vaccine vite, on peut vacciner tout le monde. C'est un peu oui, ça. c'est ça. Ouais. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand vous nous avez présenté le sujet, vous avez fait le lien avec les entreprises. Oui. Et en fait, c'est une chaîne sans fin. Parce que si les gens mettent leurs enfants à la crèche ou à l'école et eux vont travailler, si l'entreprise les oblige à travailler, et c'est peut-être normal pour l'entreprise, eh bien forcément il faut qu'ils mettent les enfants quelque part. Et c'est un peu le chien qui se mord la queue.
il n'y a pas d'issue à ça. Et c'est normal que les parents ne soient pas contents, et du coup, les profs ne sont pas contents, et personne n'est content. Alors, Amandine Bisqueret, qu'est-ce que vous allez faire, vous, avec votre fils? Qu'est-ce que je vais faire avec mon fils? C'est une bonne question. Effectivement, moi, j'ai été mise un petit peu au pied du mur, puisqu'il va avoir 5 ans. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore de communication de la part de la direction. Ce que je peux observer, effectivement, alors, je n'ai pas sentiment que les enseignants réclament les vaccins dans l'école où ils se trouvent. Mais en tout cas, je vois qu'elles sont épuisées. Et puis en plus, elles sont forcément en première ligne avec les parents. Ça a des répercussions sur les enfants parce que forcément, elles sont effrayées. Il y en a une en particulier qui est à risque, donc qui est particulièrement effrayée. Et donc du coup, ça a des répercussions sur les enfants. Mon petit voisin qui a 6 ans ne voulait pas aller dormir chez sa petite sœur parce qu'il voulait dormir à la maison parce que sa petite sœur a le Covid et a fondu en larmes parce que justement, le travail de la peur a malheureusement continue ses effets. Et donc finalement, moi je pense qu'on devrait revenir à une communication peut-être un petit peu plus candide pour rassurer. Et effectivement, s'il y a une série d'enseignants qui ont besoin d'être rassurés avec un vaccin parce que c'est leur choix, effectivement, pourquoi pas. Ouais. Le choix avant tout, bien sûr. Youssef Ndichi, je vous laisse un mot. Juste un petit mot sur l'expertise qui a été donnée. Ici, il n'y a pas d'issue. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée-là. Il y a une issue, on la connaît, c'est tester, tracer, isoler. Ça, c'était dès le départ. Il y a plein d'autres pays qui l'ont fait. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis de cette pandémie. Donc, je pense véritablement que ça, c'est la base. Oui. Et puis maintenant, on est sur cette phase de vaccination. Et vous avez dit, et c'est très juste, il y a des entreprises qui forcent les travailleurs à venir travailler. Ça, c'est un point. Et puis, il y a aussi des travailleurs qui sont forcés d'aller travailler parce qu'ils ont une perte du pouvoir d'achat. Donc, s'ils se mettent en quarantaine ou s'ils se mettent en chômage Corona, c'est 70% du salaire. Donc, il y a un pouvoir d'achat qui diminue. Et donc, effectivement, ça, c'est ce qu'il faut aussi corriger. Et donc, il y a une issue, on la connaît et malheureusement, on ne l'a pas employée. Je vous propose à présent une galerie de portraits de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Ce sont nos têtes d'affiche. À vous de choisir celui qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par Joël Maison. Je vous propose tout d'abord Samuel Kogolati, le député écolo interdit de Chine. Puis Yon Wallem, le nouvel entraîneur du Sporting d'Anderlecht, les dames. Julie Emo-Gonzalez, la nouvelle directrice de l'Atomium. Ou Gustav Klimt, exposé en immersion à la galerie Horta. Qui choisissez-vous ? Donc Samuel, Johan, Julie, Gustave. J'ai du mal entre Samuel et Gustave. Mais on choisira. je crois que je vais choisir Gustave. Oui. Donc pourquoi Klimt ? Pourquoi Klimt ? Parce que Klimt me fait penser à tout un univers qui nous manque énormément pour le moment, qui est l'univers de la culture. Et voilà, qui me fait penser... Mais heureusement, les expositions sont ouvertes. Heureusement, les musées et les expositions sont ouvertes. Ça, c'est quelque chose, c'est une note positive, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas... Il y a dans d'autres pays où toute la culture est à l'arrêt. Ici, il y a quand même les expositions. Et il y a d'autres pays où toute la culture n'est pas à l'arrêt, où rien de la culture n'est à l'arrêt, comme le Luxembourg, par exemple, qui n'est pas si loin de nous, où les théâtres fonctionnent. Et donc, voilà, je crois que la culture peut réparer énormément, puisqu'on parle beaucoup de réparation. Je crois que la culture peut réparer énormément, apaiser énormément, et qu'évidemment, le fait que les musées et les expos soient ouverts est une grande source d'apaisement pour la population. J'ai quand même posé la question à Youssef Ndichi sur Samuel Kogolati. Parce que... Je m'en doutais. Non, parce que David Pestio était venu ici, on avait parlé avec lui de la Chine, et il avait dit on n'a pas beaucoup d'informations sur la Chine, il ne faut pas nécessairement croire tout ce que disent les médias, avait-il dit. Alors ici, dans ce cas-ci, Samuel Kogolati, un collègue député, interdit de séjour en Chine, avec d'autres, il n'est pas le seul. Est-ce que le PTB trouve ça normal que la Chine interdise à un député belge de se rendre librement dans son pays ? J'ai vu David Pestio sur votre plateau, et il a quand même mis des réserves sur le mot génocide et massacre. Oui, mais ici, parlons de Samuel Kogolati. Non, mais c'était pour revenir sur David Pestio. Donc, c'était sur le mot génocide, et ça c'est important. Donc, on ne peut pas utiliser ce mot aussi facilement. Génocide, ça veut dire quelque chose. Mais parlons de Samuel Kogolati. Et puis, sur Samuel Kogolati, oui, c'est malheureux. Il a pris des positions par rapport à la Chine. Il y a un peu l'effet de miroir entre ces deux diplomaties. Donc,
Ok, c'est déplorable. Maintenant, sur le fond Attendez, de la... mais qu'est-ce qui est déplorable? J'ai pas Oui, bien c'est ça, compris. quoi. C'est la position de Samuel Kogolati? Non, ou non, bien non, que la Chine réponde de cette manière-là, moi je trouvais ça bon. Voilà, c'est pas le top du top. Maintenant, sur le fond de ce qui se passe là-bas, c'est ce qui nous interpelle. C'est ça l'enjeu du moment, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette province du Xinjiang? Est-ce qu'il y a véritablement massacre ou génocide? On a un petit peu analysé la situation. On condamne la Chine sur pas mal de choses en termes de privation de liberté, en termes de condamnation. On a appris qu'il y avait plus de 40 000 condamnations depuis 2014. Et nous, le PTB, on s'inquiète de ça. On n'est pas d'accord avec ça. Et on le mais dit. sur les Ouïghours, vous dites on ne sait pas encore. C'est ça. C'est pas ça. Il y a quelque chose. Hein. Donc il y a un conflit. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas. Non, il y a un conflit. Il y a un conflit politique. Il y a un courant séparatiste. Il y a une réponse de Pékin. Ça, c'est assez clair. Je veux dire, personne ne peut le contester. Là, on est plus prudent, c'est sur le mot génocide, et ça, c'est ultra important. Oui, et c'est ce que je vous ai dit, on a écrit un article qui a été paru avant-hier, et je pense, voilà, d'un côté, on est inquiet, d'un côté aussi, on condamne les pratiques de la Chine, donc on est très tranquille là-dessus, mais de là à aller parler de mots de génocide, je pense que voilà, il faut un peu plus d'éléments par rapport à ça. J'ai retenu en tout cas que vous aviez dit que les décisions chinoises, c'était pas le top du top. Alors, je vous propose... Par rapport à Samuel Kogolati. Voilà. Je vous propose c'est super. 4 personnes. Non, j'ai pas dit c'est super. Ça n'a pas dit. Du top du top, et je n'ai pas dit que c'est super. On peut en débattre. Oui. Mais sur Samuel Kogolati, donc c'est Je sur vous la propose... question. Je réponds à la question qui m'a été posée. Oui, mais c'était clair. Vous y avez répondu. Alors, Alors, Youssef N'Dichi, 4 autres personnes. Nawal Al-Sadawi, la féministe égyptienne anti-islamiste décédée cette semaine. Banksy, qui est exposé officieusement chez Art Deodato cette semaine. Anthony Blixen, le secrétaire d'État francophone américain en visite à Bruxelles. C'est lui, là, voilà. Et nous terminons par Tine de Kenny, la joueuse de football qui va quitter Anderlecht pour Hoffenheim. Alors, qui choisissez-vous? Nawal, Banksy, Tine ou Anthony? Banksy. Oui. Banksy parce que, je vous avouerai, parce qu'on parle beaucoup de culture, d'art et tout ça. Moi, je suis un de ces profils qui, et je m'en rencontre aujourd'hui beaucoup. Ça, le Covid m'a vraiment bien montré ça. J'ai raté, je pense, toute une partie de ce qu'on nomme aujourd'hui la culture. J'ai pas baigné dans ça. Et aujourd'hui, quand je vois des artistes qui sortent un petit peu du cadre, qui sont un petit peu mystérieux et tout ça, je regarde de plus en plus. Et moi, ça, c'est vrai que ça me fait du bien. Et un profil comme le mien, qui n'a pas baigné dans son monde artistique, j'aime bien regarder. Là, je le vois et c'est vrai que c'est juste beau. C'est beau et c'est génial. C'est la vitrine de la galerie d'art qui accueille cette exposition de Banksy. Alors, j'ai dit officieuse parce que Banksy refuse toute exposition officielle, mais ce sont bien des œuvres de Banksy que l'on peut aller voir. Et donc, je suis sûr que Youssef N'Dichi ira, puisqu'il aime bien cet artiste. Alors, je vous propose 5 infos de la semaine, et c'est la première série va être pour vous. Aujourd'hui, on va faire un peu différent. Vous en avez 5 différentes. J'ai 5 pour chacun. Première série d'infos qui vous ont peut-être ravi ou énervé. Le SPA qui devient Vorreut. Un poulailler bientôt à l'avenue du Roi, Joe Biden qui s'invite au Conseil européen, Netanyahou victorieux aux élections israéliennes, ou le PTB qui fait beaucoup de publicité sur Facebook. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est vous, hein? Moi le premier? Oui. Le PTB qui fait de la publicité sur Facebook. Alors oui, expliquez-nous pourquoi vous faites de la publicité sur une grande entreprise GAFA. Premièrement, parce qu'on veut diffuser largement notre alternative politique. Je pense que c'est ultra important et on ne doit pas avoir honte. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est Facebook, c'est Instagram, c'est tout. Les réseaux sociaux. C'est tous ces réseaux sociaux qui sont là. On aurait aimé ne pas le faire et donc avoir grande audience sur toutes les chaînes télé, un peu comme tous les partis traditionnels. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on voit du côté de la France. Vous êtes invité ici. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Vraiment, je suis très content et je réponds toujours positivement à votre invitation et je suis très content d'être là. Mais du côté de la Flandre, on a encore fait un petit calcul il n'y a pas très longtemps entre les présidents de partis. On est quand même un des plus grands partis aujourd'hui en Belgique. Souvent on veut nous le faire oublier et on a une exposition médiatique très faible. Donc voilà, on est un petit peu forcé d'aller vers Facebook.
c'est un petit peu l'outil, réseaux sociaux, j'allais dire des jeunes, mais c'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, c'est Instagram. Pas que les jeunes. Voilà, c'est un peu les jeunes comme moi qui ont 44 ans, et plus. Donc voilà, moi je suis ravi de pouvoir diffuser notre alternative politique, diffuser nos discours. Vous connaissez très bien les discours, les petites capsules vidéo de Raoul et de Beau au fédéral. Ça fait tabac et les gens... Et je peux vous dire, ça, j'étais fort surpris. Il y a des gens qui, de mon entourage, que je connais, jamais je ne pensais qu'ils allaient discuter avec moi sur des points précis politiques. Et grâce à Facebook, grâce à ces vidéos... donc grâce au grand capital, finalement... Pour le moment, on a une alternative politique. Alors, seconde série d'infos avec Joël Maison. L'embouteillage au canal de Suez, la publication du projet bruxellois de relance, la saisie de trottinettes qui font du 100 km/h, la Turquie qui quitte la Convention d'Istanbul, ou Angèle qui récolte 209 000 € contre le cancer. Qu'est-ce qui vous énerve ou qu'est-ce qui vous ravit là-dedans ? Je vais parler d'Angèle, oui. Qui récolte 209 000 € contre le cancer. Franchement, pourquoi s'en priver ? À partir du moment où on a sa notoriété, je trouve que c'est... Autant parfois les artistes engagés politiquement, ça m'énerve, parce que voilà, j'ai parfois l'impression qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui se dit et on profite de la tribune pour pouvoir se mettre en scène sur ce sur quoi on n'est pas vraiment expert. En revanche, là, je trouve que c'est vraiment une démarche philanthrope. C'est utiliser justement toute une force et un levier qu'on a et une notoriété pour une cause qui est on ne peut plus noble. On le sait en plus à quel point cette pandémie, pour faire le lien avec le Covid, aura des répercussions et a déjà eu des répercussions finalement sur les personnes qui souffrent de cancer, puisque leur chimiothérapie, leurs traitements sont postposés par l'occupation de lits qui sont prioritaires par rapport à ceux qui doivent être intubés ou ceux qui doivent fréquenter les hôpitaux. Ici, la récolte d'argent, elle est vraiment à l'oncologie pédiatrique, pour être plus précis en plus. Alors, trois fois bravo. C'est ça, oui. Youssef N'Dichy, vous vouliez réagir rapidement ? Oui, j'adore Angèle, c'est pour ça que je voulais réagir un petit peu sur ce que Joël Maison dit. Mais moi, je vois l'approche différemment, donc c'est chouette qu'elle le fasse, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas à elle de le faire. En fait, si on vivait vraiment dans un système qui tourne rond, si on avait un système une répartition des richesses, si on investissait véritablement dans la recherche, la lutte contre le cancer, ça fait tellement longtemps qu'on cherche des solutions, ça fait tellement longtemps que les chercheurs, et souvent des chercheurs universitaires, donc de l'argent public, mais pas suffisamment, qui sont injectés. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à avoir Angèle qui fasse une récolte. C'est joli, mais pour aller un peu plus loin, je trouve que c'est pas son job. Oui. Une réaction par rapport à la réaction Elle a récolté par rapport au traitement oncologique. Oui. Il me semble qu'on est quand même dans un pays de cocagne au niveau des soins de santé. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Effectivement, recherche et développement, ça peut être encore accru. On peut en parler peut-être aussi quand on abordera les vaccins. En revanche, je trouve que... Voilà, on est quand même dans un pays où si on tombe malade, on a des soins de santé qui sont garantis. Et je trouve que ça, on a tendance à l'oublier en tapant souvent sur le gouvernement, sur le mode de fonctionnement, sur les impôts. Mais là, je trouve que vraiment, c'est une affectation de l'impôt qui est quand même très, très précieuse pour chacun et chacune de nous. On peut se dire en toute tranquillité, si je contracte un cancer, si je contracte n'importe quelle maladie, je vais pouvoir avoir des soins qui me sont assurés et des soins de qualité. C'est quand même pas rien. Parlons des vaccinations. Donc cette semaine, il y a encore des centres de vaccination qui ont ouvert. Maintenant, on arrive à 5000 vaccinations par jour à Bruxelles. Et pourtant, il y a encore eu des couacs sur les convocations. La région doit changer de système de convocation. Les doses sont encore peu disponibles. Alors qu'on sait que pour lutter contre cette pandémie, il y a la vaccination, il y a aussi les traitements, quand il y en a et quand il y en aura. Mais il y a essentiellement la vaccination. Alors, tout à l'heure, Youssef N'Dichy, vous critiquiez beaucoup la politique de vaccination dans la région, et peut-être en Belgique et peut-être en Europe. Que voulez-vous dire à ce propos ? C'est pas que je critique la politique de vaccination, je critique le manque de vaccins. Ça, c'est le fond. C'est le fond du fond de ce qui nous concerne aujourd'hui. Par rapport à la région bruxelloise, moi, j'ai accompagné ma maman se faire vacciner avant-hier.
Elle reçoit une lettre, hein, je l'ai lue, elle reçoit un code de 15 chiffres avec des points. Et donc 3 fois, j'ai essayé de prendre rendez-vous, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que je fais? Je téléphone au call center. Vraiment, je voudrais les saluer. C'est ultra Vous auriez performant. pu m'appeler, je vous aurais donné l'astuce de ne pas mettre les points. Mais je voulais le lire sur le courrier, c'était pas marqué. Non. Donc je téléphone au call center qui me dit oui monsieur, on a mis des petits points pour que les personnes âgées puissent différencier le paquet de chiffres. Mais mettez ça entre parenthèses et je ne vous aurais pas appelé. Donc il y a plein de gens qui vous appellent à cause de ça. Elle me dit oui monsieur. Donc voilà, charmante dame, le call center. Vous avez raison là-dessus, hein, parce que ça c'est un point qui revient beaucoup. Or vous savez que sur, sur notre registre national, ce que nous avons dans la carte d'identité, il y a aussi les points. Et là aussi les points ne servent à rien. Ouais. Donc c'est vraiment, il faut le savoir, oubliez les points. C'est ça. Mais une petite parenthèse, en tout l'écrit, une petite parenthèse, j'aurais pas appelé le call center et donc j'aurais pas engorgé. Et donc il y a plein de gens qui téléphonent un petit peu inutilement, c'est le cas. Donc une mauvaise organisation. C'est une mauvaise information qui est passée, mais bon, après, quand on a le rendez-vous, donc je l'ai accompagné, mais ça fonctionne bien. Pas de file d'attente. En 5 minutes, ma maman a été prise en charge par des gens merveilleux, hein, des infirmières, des bénévoles qui sont là, bienveillants. Ça fonctionne très très bien. Mais ici, aujourd'hui, on doit être à la hauteur du virus. Hein, ça, c'est vraiment le point. On n'a pas assez de vaccins pour pouvoir vacciner un maximum. Et après, on a qui est prioritaire. Est-ce que ce sont les profs de maternelle? Est-ce que ce sont les policiers? Est-ce que qui de la première ligne? Alors, on est obligé de faire des priorisations. Et donc, ça, pour moi, c'est pas acceptable. On doit pouvoir, à un moment donné, et ça, c'est le nœud, de pouvoir, à un moment donné, mettre pression sur les big pharma pour lever le brevet. Ça, c'est vraiment l'essentiel. C'est le fond du fond. Donc, on peut faire autant de priorités et chacun va réclamer qu'il est prioritaire par rapport à l'autre. Mais ça décrit un manque. Et ce manque ne pourra être compensé qu'en levant les brevets sur... Et ce ne sera pas à court terme, hein, ça. Ça peut être à court terme parce que je voudrais vraiment vous donner un exemple qui a été un exemple pas très lointain dans l'histoire. Nelson Mandela l'a fait. Face à la pandémie du sida qu'il y avait en Afrique du Sud, il était confronté à ce problème, il a mis pression, il a levé les brevets, et c'est comme ça qu'à un moment donné, mais bon... En l'occurrence, c'était sur un traitement, là. Oui, c'est un traitement, mais mon point, c'est qu'on n'a pas de Nelson Mandela dans notre giron politique, et ça, c'est pour souligner le courage qu'il faut à un moment donné, au niveau, non pas de la région, non pas seulement au niveau du fédéral, mais aussi au niveau européen, à un moment donné, parce que quand vous regardez toutes les régions et tous les... Je voudrais laisser la parole à Joël Maison aussi. Juste sur ce point, quand je vois les pays voisins, ils sont tous dans la même situation que nous. Et on se regarde un petit peu penaud, est-ce que tu en as un peu beaucoup? Mais non, unissons-nous et faisons pression sur le Big Pharma. Est-ce que c'est à la faute à l'Europe? Est-ce que finalement on a trop fait confiance à l'Europe alors que des pays, quand ils se débrouillent seuls, je pense à la Grande-Bretagne, à Israël, ils se débrouillent mieux que nous? Alors d'abord, je voudrais... avant de décrire les dysfonctionnements et d'en imputer peut-être la responsabilité aux uns ou aux autres, dire à quel point on se trouve dans une situation où il y a 1 an, on avait l'impression qu'on était face à une grosse grippe, pour se retrouver 1 an plus tard et tout au fil du temps écoulé, dans la conscience de plus en plus exacerbée qu'on se trouve au contraire face à une pandémie qui est mortifère, qui est super dangereuse. Et en l'espace d'1 an, l'Union européenne a financé de la recherche des entreprises pour pouvoir obtenir un vaccin qui, en moins d'1 an, a été éprouvé suivant des techniques les mêmes que celles éprouvées pour les autres vaccins, avec encore un nombre plus important de personnes, un vaccin qui est susceptible de, en tout cas, peut-être pas complètement mettre un terme au coronavirus, mais en tout cas considérablement en atténuer les effets. Donc je trouve que là-dessus, l'Union européenne a quand même eu un certain discernement en ayant à l'esprit l'intensité, la dangerosité du phénomène qui était occupé à se produire. Donc là, je dirais que c'est plutôt un bon positif, point. Le négatif maintenant. Le négatif, effectivement, moi je ne suis pas du tout dans les arcanes des négociations avec les grosses entreprises, l'Union européenne, etc. Mais je ne peux que constater que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont à plus de 50% de taux de vaccination de leur population. Que dire d'Israël qui est à 80%? 70, 80%.
Et que chez nous, on est en train encore de se dire si est-ce que l'Autriche, qui en a eu moins, pourra, etc. Donc, on est à peine 10% chez nous. Donc, oui, il y a manifestement un problème dans les répartitions. Yves. Le problème, il est... Bon, je veux bien admettre que l'Union européenne, je ne suis pas au courant, mais que l'Union européenne a beaucoup investi dans la recherche, etc. Mais elle a surtout oublié de commander les vaccins. Et la Grande-Bretagne, elle a commandé les vaccins AstraZeneca dès le mois d'avril 2020. Autrement dit, ils ont reçu les vaccins qu'ils avaient commandés. Pendant ce temps-là, l'Union européenne se regardait le nombril et n'a pas passé commande. Et n'a toujours pas passé commande groupée pour l'ensemble de l'Union. Ce qui fait que les pays ont commencé à y aller tout seuls, l'un après l'autre, avec des disparités liées à leur puissance financière ou à la date à laquelle ils ont pensé à faire des commandes. Et je pense que c'est, en tout cas, au niveau européen, Israël, je connais pas le cas, mais c'est ça qui explique la différence entre la Grande-Bretagne et l'Europe au niveau du On va peut-être revenir sur nombre de vaccinations. Chez nous, à Bruxelles, en Belgique, avec vous, Amandine. Mais moi, je voulais rebondir sur le fait que ce soit particulièrement mortifère, mais quand même en rappelant qu'il y a plus de 98% de la population qui survit, et ça on oublie régulièrement de le dire. Donc, heureusement, on dit. Oui, évidemment. S'il y avait 98, on ne serait même plus là pour en parler. Mais justement, j'ai l'impression qu'on prend toujours le problème à l'envers, c'est-à-dire que le problème qui revient sur le tapis, c'est les hospitalisations. Donc en fait, on est toujours... J'efface le mot mortifère. Malheureusement, effectivement, il y a eu énormément de décès, mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne toujours de cette question finalement d'investissement dans les hôpitaux pour aller chercher la solution, comme vous le disiez tout à l'heure, de la vaccination, du testing. Et le testing, on sait aussi que c'est pas fiable parce que les tests PCR, moi j'ai une voisine qui s'est fait vacciner un jour, elle était négative, elle était positive. Testée, et le lendemain, elle était positive. Donc, il n'y a pas de fiabilité là-dedans. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des traitements qui fonctionnent. Il y a des gens qui sont soignés par des traitements dans les hôpitaux. Et même quand ce n'était pas dit, il y avait des traitements à l'hydroxychloroquine. Ça fait partie des interviews que j'ai faites et ça se pratiquait dans les hôpitaux en off. Il y a des médecins aujourd'hui... Ça se faisait tout à fait officiellement, mais ils ont abandonné... Non, en Belgique. Mais abandonné, je ne sais pas s'ils ont abandonné. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est vrai que moi, j'ai fait une pause sur la vérité du moment pendant un mois, mais en tout cas, à l'époque où j'ai encore fait mes interviews, donc c'était il y a un mois, c'était pas encore abandonné. Il y a des médecins qui refusent de traiter, il y en a d'autres qui le font parce qu'ils ont prêté un serment d'Hippocrate. Donc il y a quand même une série de choses qui fonctionnent et qui sont peut-être pas validées, homologuées. Et c'est vrai que c'est peut-être un problème de la Belgique, c'est qu'on a besoin que tout soit homologué. Et donc du coup, on perd du temps et on mise que sur des choses finalement où on n'est pas sûr non plus. Vous avez raison. Est-ce qu'on prend des risques ou est-ce qu'on ne prend pas de risques? Est-ce qu'il faut prendre des risques en matière de santé ou pas? Youssef Al-Lichi, vous voulez ajouter un mot? Je voulais rajouter un mot juste par rapport à... On est face à un problème de répartition des vaccins. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. On a un problème de production de vaccins. Ça, c'est le fond. Après, l'Angleterre, avec sa puissance financière, achète plus cher, plus fort. Oui, Israël aussi, c'est ce qu'on l'a vu. Ils achètent plus cher, plus fort. Et c'est pour ça qu'ils détiennent plus de vaccins chez eux. Et ça, je crois que c'est important aussi. Et aussi plus tôt. Mais aussi, les contrats, apparemment, Israël a payé très cher. Élevé, voilà. Et ça, je ne peux pas l'accepter. À un moment donné, on ne peut pas accepter que face à une pandémie... Même au prix de la santé. Oui, on ne peut pas l'accepter. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas un problème de répartition. Ce n'est pas parce que je suis le plus fort que je vais prendre plus de vaccins, j'ai plus d'argent, donc c'est à moi qui me revient ces vaccins. Non, à un moment donné, il faut réfléchir d'une manière globale. Ce n'est pas la répartition qui est le problème, mais plutôt la production. Et ça, c'est ultra important de pouvoir le dire. Alors, je laisse encore un mot sur le vaccin, si vous voulez encore dire quelque chose, Joëlle Maison, mais vous n'êtes pas obligé. Non, j'écoutais, j'analysais, parce que c'est vrai que, encore une fois, je l'ai dit, je ne suis pas dans les arcanes. Ce que vous disiez était très intéressant par rapport au momentum où l'Union européenne a décidé d'acheter. Donc ça, je l'ignorais. Je ne sais pas si elle a été à la traîne, en tout cas pour cet aspect-là. Oui, parce qu'elle a négocié davantage avec les différentes sociétés. Elle a négocié et donc elle a refusé de payer cher. Aussi, ça, c'est le point. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, je suis d'accord avec vous. Je suis la première à dire finalement il y a 0, etc. Et puis c'est les personnes avec des comorbidités, les personnes qui sont très âgées. Donc je crois que moi-même, je me fais
entraîné par la morosité ambiante, c'est vrai que c'est très très grave. On est dans une situation où les conséquences, surtout, sont très très graves. En revanche, mortifère, elle est moins mortifère que le tabagisme ou les accidents de la route. C'est merveilleux qu'on puisse, dans une émission, reconnaître quand on a peut-être dit un mot de trop ou un mot pas toujours bien adapté. Approprié, Voilà, approprié. Alors, je vous propose de terminer l'émission avec les coups de cœur. Yves, on commence avec vous, avec un CD. C'est un peu bizarre, c'est un livre et un CD en même temps. C'est un livre avec un CD, oui, de Jean-Marc Lederman, qui est un... Pas Richard Lederman, hein. Non. Jean-Marc Lederman, qui est un auteur-compositeur qui a eu son heure de gloire dans des groupes New Wave à l'époque, et qui, malgré le confinement, s'est lancé dans un super projet. Donc il a écrit un livre sur le mystérieux manuscrit de Gabriel Garcia Marquez, donc prix Nobel de littérature, comme chacun sait, en anglais. Dans un très bel anglais d'ailleurs, accompagné d'un CD, et donc chacun des chapitres du livre est accompagné par un extrait musical. Ouais. C'est très original, c'est très bien réalisé, tout a été réalisé par lui. Pendant le confinement, la présentation est vraiment super chouette. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très bonne idée pour passer du temps. Et vous, Amandine, tu vas parler de musique aussi? Oui, alors moi, mon coup de cœur, c'est Acropercu. J'ai d'abord rencontré Antoine Dandois qui est venu se produire au Loft 58, donc c'est la salle de spectacle de Liège. Je propose qu'on en voit quelques images d'ailleurs et on entend le son. Voilà, donc en travaillant avec Antoine sur un spectacle, qui est le seul spectacle qu'on ait fait en fait au Loft, puisque avec le confinement, on n'a fait qu'un concert en streaming. Je suis allée voir sur son site et puis je suis tombée là-dessus complètement par hasard. Je savais qu'il était percussionniste et en fait j'ai trouvé ça juste génial. Ils sont un petit peu fous. Ils détournent les instruments de leur fonction initiale. Donc ils font des percussions avec des vélos, avec des brosses à dents. C'est vraiment bien calé. Donc ça s'appelle Acropercu. A-K-R-O. Hein. Voilà, c'est ça. Et pour la petite parenthèse, vous disiez tout à l'heure que ce qui est culturel, etc., c'est important. Et effectivement, ça renforce le système immunitaire. Et je me dis que même aller les voir en vidéo, ça fait du bien, ça fait sourire. Avant de les voir en présentiel, on peut les voir à distance. Voilà. Yves ? Je voulais savoir quel son percussif produit le fait de mordre dans une banane. Le claquement de dents, peut-être. Alors, un dernier conseil de nos invités. Quelque chose à faire ce week-end, un petit dimanche dans un des parcs d'Uccle, peut-être moi, chaque dimanche, je vais visiter un musée. Je suis allée au musée des Beaux-Arts de Tournai dimanche dernier. Je connaissais très peu cette ville. C'est vrai qu'il ne faisait pas très très beau, mais le musée des Beaux-Arts, c'est le premier musée de Horta. C'est un musée qui se trouve entre l'Art déco et l'Art nouveau. C'est un musée où il y a 2 Manet, donc moi, les 2 seuls Manet exposés en Belgique. Donc voilà, et c'est un musée qui ça vaut la peine. Le musée des Beaux-Arts à Tournai. Et vous, Youssef Ndichi, à part aller voir Banksy, ce que vous irez faire. Promis, je vais aller le voir, mais ce week-end, ce sera plutôt enfants, maison, jardin près de la maison, dans le quartier. Je pense que ça... Vous profitez un peu effectivement du soleil en étant 4. Pas plus. Merci à tous en tout cas et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro des Experts.